Les lois du succès de Napoleon Hill, volume numéro 2, l'habitude d'économiser. Audio numéro 1. Le seul service durable qu'un parent puisse rendre à son enfant est celle de l'aider à s'aider lui-même. L'homme se compose de chair, d'os, de sang, de cheveux et de cellules cérébrales. Ces dernières sont les matériaux de construction qu'il utilise pour modeler, à l'aide de la loi de l'habitude, sa propre personnalité. Conseiller à quelqu'un d'économiser de l'argent sans lui expliquer comment le faire serait à peu près comme dessiner l'image d'un cheval et écrire en dessous « c'est un cheval ». Il est évident pour tout le monde que l'économie est essentielle pour le succès, mais la question vitale qui tourmente la plupart de ceux qui n'économisent pas est « comment puis-je le faire ?» Économiser relève de l'habitude. C'est pourquoi cette leçon commence par une courte analyse de la loi de l'habitude. Comment se forme une habitude ? Il est littéralement vrai que l'homme, par la loi de l'habitude, façonne sa propre personnalité. Par la répétition, tout acte accompli plusieurs fois devient une habitude. Et l'esprit se résume à une masse de forces motivantes qui proviennent de nos habitudes quotidiennes. Quand une habitude est fixée dans l'esprit, elle nous pousse volontairement à l'action. Par exemple, si l'on suit une certaine route pour aller au travail chaque jour, ou vers un endroit que l'on visite fréquemment, une habitude se forme à notre esprit, qui nous conduira sur cette route sans qu'on y pense. En plus, même si on part avec l'intention d'aller dans une autre direction, sans penser constamment au changement de route, on se rend compte qu'on suit le chemin habituel. Les orateurs publics ont découvert que le fait de raconter encore et encore la même histoire, qui peut être purement fictive, fait intervenir la loi de l'habitude et bientôt le public ne s'interroge plus si l'histoire est vraie ou non. Les limites construites par l'habitude. Des millions de gens passent leur vie dans la pauvreté et dans le besoin parce qu'ils ont mal employé la loi de l'habitude. Ils ne comprennent ni la loi de l'habitude, ni la loi de l'attraction qui se ressemblent s'attirent. En général, ils ne se rendent pas compte que leur situation est le résultat de leurs propres actions. Si vous vous entêtez à croire que vos capacités sont limitées à un certain montant que vous ne pourrez jamais dépasser, la loi de l'habitude établira une limite bien définie de la somme que vous pouvez gagner. Votre subconscient acceptera cette limitation et bientôt vous allez glisser vers le bas et vous serez tellement limité par la peur de la pauvreté, l'une des 6 craintes principales, que l'opportunité ne frappera plus à votre porte. Votre condamnation sera définitive et votre destin fixé. Vous former l'habitude d'économiser ne signifie pas que vous devez limiter votre capacité de gagner. C'est justement le contraire. En fait, vous devez appliquer cette loi non seulement pour préserver systématiquement ce que vous gagnez, mais aussi pour vous offrir de meilleures opportunités et un sentiment de confiance en vous-même, de l'imagination, de l'enthousiasme, de l'initiative et des capacités de direction pour augmenter votre capacité de gagner. Autrement dit, quand vous aurez compris la loi de l'habitude, vous assurerez votre succès monétaire en mettant en compétition les 2 extrémités du jeu contre le centre. Les étapes à suivre pour réaliser vos désirs. Procédez de la manière suivante. 1. Définissez votre objectif principal. Créez dans votre esprit une image claire et précise de ce que vous voulez, y compris la somme que vous avez l'intention de gagner. Votre subconscient enregistrera cette image et l'utilisera comme modèle ou repère quand il transformera vos pensées et vos actions en plans pratiques qui vous aideront à atteindre votre objectif principal. Par la loi de l'habitude, l'image de votre but principal restera fixée dans votre esprit, de la manière décrite dans la leçon sur la définition de l'objectif principal, jusqu'à ce qu'elle y soit fermement implantée d'une façon permanente. Cette pratique remplacera la conscience de pauvreté par la conscience de prospérité. Vous allez en effet commencer à demander la prospérité, à vous y attendre, à vous préparer pour la recevoir et pour l'utiliser sagement. De ce fait, vous ouvrirez la voie vers le succès et développerez l'habitude d'économiser. 2.
Comme vous avez augmenté votre pouvoir de gagner de l'argent, vous allez continuer à utiliser la loi de l'habitude en incluant dans votre objectif principal la résolution d'économiser un certain pourcentage de tout l'argent que vous gagnez. Ainsi, à mesure que vos revenus augmentent, votre épargne grossira également. En vous fixant un but plus élevé et en économisant systématiquement une somme fixe sur tous vos revenus, vous éliminerez de votre esprit toutes les limites imaginaires et vous serez alors engagé sur la route vers l'indépendance financière. Cela est tout à fait réalisable et même facile à accomplir. Pensez constamment à l'abondance et parlez de prospérité. Si vous inversez l'opération de la loi de l'habitude en installant dans votre esprit la peur de la pauvreté, cette crainte réduira rapidement votre capacité, et ce, jusqu'à ce que vous soyez à peine capable de gagner assez d'argent pour répondre à vos stricts besoins. Les journalistes pourraient souvent créer de la panique en annonçant les échecs actuels des entreprises, malgré le fait que le nombre d'entreprises qui échouent est très réduit par rapport au nombre total d'entreprises actives. Les vagues de crimes sont en grande partie les produits du journalisme sensationnel. Une seule affaire de meurtre, exploitée par les journaux à l'aide de titres effrayants, suffit pour démarrer une vague régulière de crimes similaires dans des localités différentes. À la suite de la répétition de l'histoire du meurtre d'Elisabeth Brichet dans les journaux quotidiens, des cas similaires ont été signalés dans d'autres régions du pays. Nous sommes victimes de nos habitudes, qui que nous soyons et quelle que soit notre vocation. Toute idée fixée volontairement ou involontairement dans notre esprit, comme le résultat de l'autosuggestion, l'environnement, l'influence des associés, etc., nous conduira sans doute à des actions conformes à la nature de cette idée. Prenez l'habitude de penser et de parler de prospérité et d'abondance, et bientôt vous aurez des preuves matérielles manifestes sous forme d'opportunités meilleures, nouvelles et inattendues. Qui se ressemble s'attire. Si vous avez une affaire et que vous avez pris l'habitude de parler et de penser que votre affaire va mal, ce sera certainement le cas. Un pessimiste qui persiste assez longtemps dans cette influence destructive peut détruire le travail d'une dizaine de personnes compétentes car il installe dans l'esprit de ses associés l'idée de la pauvreté et de l'échec. Évitez donc cette attitude. L'un des grands banquiers de la Bourgogne a ce panneau accroché dans son bureau. Vous êtes un aimant humain et vous attirez constamment les personnes dont le caractère s'harmonise avec le vôtre. Ici, nous parlons et pensons à l'abondance uniquement. Si vous avez une histoire triste, gardez-la pour vous, nous n'en voulons pas. Aucune entreprise ne veut des services d'un pessimiste, et ceux qui comprennent la loi de l'attraction et la loi de l'habitude ne toléreront un pessimiste plus qu'ils ne toléreraient un voleur qui tourne autour de leur entreprise. Parce qu'une telle personne détruirait l'utilité de tous ceux qui l'entourent. Dans des dizaines de milliers de foyers, la conversation tourne souvent autour de la pauvreté et du besoin. Et c'est justement ce que ces gens obtiennent. Ils pensent à la pauvreté, ils parlent de la pauvreté, ils acceptent la pauvreté faisant partie de leur vie. Ils imaginent que si leurs ancêtres étaient pauvres, ils doivent rester pauvres eux aussi. Le sentiment de pauvreté est le résultat de l'habitude de penser à la pauvreté et de la peur de la pauvreté. Il s'est passé ce dont j'avais peur. L'esclavage de la dette. La dette est un maître sans pitié et un ennemi fatal de l'habitude d'économiser. La pauvreté seule suffit à détruire l'ambition, la confiance en soi et l'espoir. Mais si l'on y ajoute le fardeau de la dette, toutes les victimes de ces deux maîtres cruels sont pratiquement condamnées à l'échec. Ceux qui vivent sous la menace d'une dette lourde n'arrivent pas à travailler de leur mieux, n'inspirent pas le respect et ne parviennent pas à bâtir ou à atteindre un but dans leur vie. Les esclaves de la dette sont tout aussi impuissants que les esclaves de l'ignorance ou ceux attachés par de vraies chaînes. J'ai un ami intime qui gagne 10 000 € par mois. Sa femme aime la mondanité et essaie de faire la preuve de 200 000 avec un revenu de 120 000 €. Le résultat en est que ce pauvre homme a généralement une dette d'approximativement 80 000 €. Chaque membre de sa famille a l'habitude de dépenser, suivant le modèle de la mère.
Les enfants, 2 filles et un garçon, ont maintenant l'âge d'aller à l'université. Ils veulent faire de grandes études, mais cela est impossible à cause des dettes de leur père. Cette situation a causé un désaccord entre le père et les enfants, ce qui rend toute la famille frustrée et triste. C'est vraiment insupportable, rien que de s'imaginer passer sa vie comme un prisonnier enchaîné, attaché et détenu par quelqu'un d'autre à cause des dettes. L'accumulation de dettes est une habitude. Elle commence à une petite échelle et arrive lentement à des proportions immenses, pas à pas, jusqu'à s'approprier l'âme même des gens. La dette détruit le couple et l'envie de réussir. Des milliers de jeunes commencent leur vie de mariés avec des dettes inutiles et ne réussissent jamais à échapper à cette charge. Quand la nouveauté du mariage commence à s'estomper, comme c'est le cas habituellement, le couple marié commence à ressentir l'embarras du poids des dettes et ce sentiment augmentera jusqu'à ce qu'il conduise souvent à une insatisfaction et peut-être même au divorce. Un homme esclave de la dette n'a ni le temps, ni l'envie d'établir ou de travailler sur des idéaux. Par conséquent, il se laisse aller avec le temps jusqu'à ce qu'il installe dans son propre esprit des limites qui le placent dans la prison de la peur et du doute, auxquelles il ne peut jamais échapper. Aucun sacrifice n'est trop grand pour éviter la misère de la dette. Pensez à ce que vous devez à vous-même et à ceux qui dépendent de vous, et décidez de n'être le débiteur de personne. C'est le conseil d'un homme prospère dont les premières tentatives de succès ont été détruites par la dette. Cet homme s'est rendu compte assez rapidement qu'il devait renoncer à l'habitude d'acheter des choses dont il n'avait pas besoin, et c'est comme cela qu'il a enfin réussi à se libérer de cet esclavage. La plupart des gens qui développent l'habitude de la dette n'auront pas la chance de changer d'avis à temps pour se sauver, car la dette est comme du sable mouvant qui a tendance à attirer sa victime de plus en plus profondément dans la boue. La peur de la pauvreté est l'une des plus destructrices craintes fondamentales décrites dans la leçon sur la confiance en soi. L'homme, désespérément endetté, est accablé par la peur de la pauvreté. Son ambition et sa confiance en lui-même sont paralysés et il coule peu à peu dans l'oubli. Les 2 sortes de dettes. Il existe 2 sortes de dettes qui sont complètement différentes. 1. Les dettes contractées pour du luxe, qui deviennent une perte définitive. 2. Les dettes contractées dans le cadre professionnel, qui représentent des services ou des marchandises et qui peuvent être converties de nouveau en capitaux. La première doit être évitée. La deuxième peut être acceptée, à condition d'avoir un bon jugement d'utilisation et de ne pas aller au-delà des limites raisonnables. Quand quelqu'un dépense au-delà de ses limites, il entre dans le domaine de la spéculation qui ruine plus qu'elle n'enrichit. Pratiquement tous ceux qui vivent au-delà de leurs moyens sont tentés de spéculer dans l'espoir de gagner grâce à un seul tour de la roue de la fortune afin de régler la totalité de leurs dettes. Mais généralement, la roue s'arrête au mauvais endroit et, loin de rembourser leurs dettes, ces gens deviendront de plus en plus surendettés. Les conséquences de la peur de la pauvreté et des dettes. La peur de la pauvreté affaiblit la volonté de ses victimes qui se sentent incapables de récupérer leur fortune perdue et, ce qui est encore plus triste, c'est qu'elles perdent toute ambition de se libérer de l'esclavage de la dette. Les journaux racontent souvent des cas de suicide à la suite de problèmes de surendettement. Chaque année, cela cause plus de suicides que toutes les autres causes combinées, ce qui prouve la cruauté de la peur de la pauvreté. Pendant la guerre, des millions d'hommes ont affronté les tranchées des premières lignes sans reculer, sachant que la mort aurait pu les rattraper à tout moment. Ces mêmes hommes, lorsqu'ils sont confrontés à la peur de la pauvreté, abandonnent souvent à cause du désespoir qui paralyse leur raison, et parfois ils vont jusqu'à commettre des suicides. Ceux qui sont libres de dettes peuvent combattre la pauvreté et atteindre un succès financier exceptionnel. Mais pour ceux qui sont étranglés par la dette, un tel exploit n'est qu'une possibilité éloignée et jamais une probabilité. La peur de la pauvreté est un état d'esprit négatif et destructeur. En plus, cela attire des états d'esprit similaires. La peur de la pauvreté peut, par exemple, attirer la peur de la maladie. Et ces 2 peurs réunies peuvent attirer la peur de la vieillesse. De sorte que la victime se retrouve frappée par la pauvreté, la mauvaise santé et le vieillissement précoce.
Des millions de tombeaux prématurés et anonymes sont remplis à cause de ce cruel état d'esprit qu'est la peur de la pauvreté. Il y a quelques années, un jeune homme occupa un poste important dans une grande banque à Paris. En vivant au-dessus de son revenu, il dut contracter beaucoup de dettes qui lui causèrent de gros soucis. Et quand son habitude destructive commença à se manifester dans son travail, il fut licencié du service de la banque. Il trouva ensuite un autre poste, moins bien payé, mais ses créanciers l'embarrassèrent et il décida de démissionner et de déménager dans une autre ville où il espérait leur échapper jusqu'à ce qu'il aurait accumulé assez d'argent pour payer ses dettes. Mais les créanciers avaient un moyen pour suivre les traces des débiteurs. Et très vite, ils étaient déjà sur les traces de ce jeune homme dont l'employeur découvrit ses problèmes de surendettement et l'eut licencié. Puis, il chercha en vain un emploi pendant 2 mois. Une nuit froide, il monta jusqu'en haut d'un grand immeuble et s'en jeta. La dette fit une autre victime. Ceci est un extrait du cours de Napoleon Hill, Les lois du succès. Pour recevoir l'intégralité de l'ouvrage, cliquez sur le lien qui apparaît en bas de cette vidéo.